Mesdames et messieurs, donc chers et chers amis, Nyanyainikuna Turinikuna, Kunampuncha, Shamushkani, Kangunawa Rimanata, Haku Somakta Rimashu. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui ensemble pour prononcer de bonnes paroles et je m'en réjouis. Mesdames et messieurs, mesdames les représentantes des peuples autochtones conviés ce jour, Altasi Dayara Tucano, Altasi Correia Kokama, Josileia Kengang, Fernanda Kengang, Clarice Tolewali da Silva, Mairu Kouadi, Mesdames les co-organisatrices de ce colloque, Dayara Tucano et Majoi Gongora, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministère des Affaires indigènes du Brésil, Monsieur l'ambassadeur du Brésil en France, Ricardo Neiva Tavares, Monsieur l'ambassadeur de France à São Paulo, Monsieur le président de la FAPESP, de la Fondation pour la recherche brésilienne de l'État de São Paulo, Monsieur Marco Antonio Zago, Mesdames les directrices du musée de la langue portugaise, Renata Mota et Roberta Saraiva, chers et chers collègues de l'Université de São Paulo, chers et chers collègues français et auditeurs du Collège de France. C'est un immense honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui au Collège de France pour ouvrir ce dialogue, ce colloque international, langues autochtones d'Amérique du Sud, mémoire et transformation, dans l'enceinte d'un établissement de recherche fondé il y a 5 siècles et dont la vocation a toujours été d'ouvrir la voie au dialogue entre les civilisations, plus particulièrement encore depuis la création d'une chaire d'anthropologie en 1960 et depuis la fondation du laboratoire d'anthropologie sociale par Claude Lévi-Strauss au sein de l'Institut des civilisations. Je commencerai donc par féliciter les personnes qui ont rêvé de cette rencontre et qui nous ont invités à ouvrir ce dialogue sur la langue, Dayara Tucano et Majoi Gongora. L'hommage rendu aux langues autochtones consacré par l'exposition Nempora, dont elles sont commissaires, exposition dédiée à la diversité des langues autochtones et à l'histoire de la résistance de ces peuples, sise à l'UNESCO, marque le lancement de la décennie internationale des langues autochtones déclarée par l'ONU pour les années 2022-2032. Il marque aussi l'histoire de la reconnaissance de ces peuples. Comme ne pouvaient l'exprimer plus élégamment ces mots de Dayara Tucano, nos langues sont un territoire. Avec les mots, nous dessinons des mondes, nous créons de nouveaux possibles pour renouveler la pensée. Il convient de rappeler ces 2 points essentiels aujourd'hui. Tout d'abord, la relation étroite qui se dessine entre la vitalité des langues autochtones et celle d'un écosystème terrestre, ce territoire vivant sur lequel il convient d'atterrir, pour reprendre les mots de Bruno Latour. Ensuite, le lien intime entre le maintien vivace d'un patrimoine linguistique par les sociétés humaines et l'avènement d'un futur possible pour l'humanité. Si le langage humain, dans sa diversité, contient en germe les conditions de pensée et d'action sur le monde, il est urgent pour nous de considérer les savoirs enchâssés dans les langues autochtones comme une dimension indispensable à l'avenir de notre espèce. Il n'est d'arbre sans racines, d'existence des peuples sans une infinie diversité des langues, exprimant chacune, à travers les sons, la grammaire, le lexique, les traditions et les usages singuliers, une certaine vision du monde. Ces langues révèlent les multiples contrées possibles parcourues par l'esprit humain. C'est dans ce cheminement fait par les peuples autochtones que nous nous interrogeons aujourd'hui sur ce que signifie parler et être au monde, dans l'histoire. Organisée par le Collège de France et l'équipe anthropologie linguistique du laboratoire d'anthropologie sociale, l'Université de São Paulo, le musée de la langue portugaise, la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'ambassade de France au Brésil, ce colloque ouvre aujourd'hui une réflexion anthropologique et linguistique sur les langues amérindiennes, les relations au territoire et les formes d'expression poétique et artistique des peuples autochtones d'Amérique du Sud. Je tiens à remercier tout particulièrement mes collègues des institutions brésiliennes, à commencer par Marco Antonio Zago, donc président de la FAPESP, Monsieur l'ambassadeur du Brésil, Ricardo Neiva Tavares, et les co-organisatrices avec moi de ce colloque.
Mesdames Roberta Saraiva et Renata Mota, directrices du Musée de la langue portugaise. Je remercie également ma collègue Luciana Storto, professeure à l'Université de São Paulo, les représentants de la Commission nationale française pour l'UNESCO et Nadège Messier de l'ambassade de France au Brésil pour avoir tout simplement, avec nous, rendu possible cet événement et en y apportant votre soutien indéfectible. J'exprime ma plus vive gratitude aux membres du cabinet du ministère des Affaires indigènes du Brésil, présidé par Madame la ministre Sônia Guajajara, et les représentantes autochtones que nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui, Dayara Tucano, Fernanda Kengang, Josileia Kengang, Altassi Rubin Correa Kokama, Clarice Tolewali da Silva, Mairu Akui Kouadi. Ma gratitude revient aussi naturellement à mes collègues américanistes français réunis ce jour et à l'enthousiasme qu'ils ont manifesté à se joindre à cet événement. Philippe Descola, professeur au Collège de France à la chaire Anthropologie de la nature, longtemps lui-même directeur du laboratoire d'anthropologie sociale, ainsi que mes collègues anthropologues linguistes, dont l'œuvre témoigne d'une passion pour les langues autochtones, Pierre Deléage, Capucine Boisdin, Cédric Ivinec, Emmanuel Devienne. Nous leur devons l'extraordinaire avancée ces dernières années de l'américanisme tropical et la connaissance en Europe et à l'international des langues et des peuples amérindiens. C'est enfin, vous l'aurez compris, en hommage à l'amitié profonde dont témoignait Claude Lévi-Strauss, fondateur de l'anthropologie, au peuple amérindien du Brésil, 60 ans après l'apparition du premier volume des Mythologiques, que s'ouvre aujourd'hui ce dialogue entre une délégation autochtone du Brésil et un collectif d'anthropologues et linguistes spécialistes des langues et des peuples des basses-terres d'Amérique du Sud. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Claude Lévi-Strauss se plaisait à imaginer cette chaire d'anthropologie sociale établie non pas le 5 janvier 1960, jour de son discours devant l'Assemblée des professeurs du Collège de France, mais 5 siècles plus tôt, par une sorte de Gedankenexperiment, d'expérience de la pensée. Il imaginait ainsi cette chaire soudain attribuée à Jean de Léry, de retour en France depuis quelques mois, au moment où il s'apprêtait à rédiger son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil en 1558. Le célèbre explorateur était aussi ethnographe avant l'heure. Claude Lévi-Strauss situe son œuvre dans le sillage de ce dernier, de Jean de Léry. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas pour réduire les peuples autochtones à l'image de guerriers cannibales, mais parce que le regard porté sur le nouveau monde du bréviaire de l'ethnologue, tel que Lévi-Strauss se plaisait à nommer l'œuvre de Jean de Léry, est révélateur de la naissance d'une nouvelle observation scientifique. Quant à l'étonnement face à un monde inconnu, érigé en paradigme de l'altérité absolue, il ne manquera pas d'inspirer Montaigne et pendant plusieurs siècles la philosophie du droit en Europe. Pour Lévi-Strauss, l'histoire révèle surtout les cruautés des Européens à la découverte du Nouveau Monde. Il nous revient aujourd'hui, 5 siècles plus tard, de ne plus chercher en ce monde l'altérité absolue, mais de reconnaître ce qui nous unit, ce que nous avons en partage. Cette reconnaissance nous conduit inévitablement à souligner aussi la véritable blessure vécue par ces peuples à l'époque de la conquête du Nouveau Monde et qui persiste encore aujourd'hui. L'histoire des relations des peuples des basses-terres sud-américaines avec les colonisateurs européens témoigne en effet d'une violence inouïe, déployée au fil des siècles par l'imposition d'une vision du monde, d'une langue dominante, les langues castillanes et portugaises, venant supplanter la richesse et la diversité des langues autochtones, mais aussi l'imposition d'un concept de territoire par l'administration coloniale, décimant ces peuples, les conduisant à la migration et à la dégradation de leurs conditions d'existence. Les effets en sont encore vivement manifestes aujourd'hui, dans le déni de leurs droits fondamentaux. En France, il fallut attendre Claude Lévi-Strauss pour que, par une sorte de miracle, les peuples du Brésil,
viennent trôner en majesté au Collège de France, comme Claude Lévi-Strauss l'exprimait dans sa leçon inaugurale avec une pointe d'émotion lorsqu'il évoquait cette dette à leur endroit, cette dette éternelle qu'il avait à l'endroit des peuples autochtones. Il fallait donc attendre que l'anthropologie soit appelée au Collège de France pour que les savoirs autochtones, cette science du concret, ne représentent plus un contrepoint exotique de l'histoire de l'esprit humain, mais qu'elle retrouve la plus haute estime de la science et de toutes les nations. Nous fêtons cette année l'anniversaire de la publication du premier volume des mythologiques, Le Cru et le Cuit, paru en 1964. Et c'est avec émotion que pour la première fois dans l'histoire du Collège de France, nous accueillons les hauts dignitaires et représentants des peuples autochtones du Brésil pour les entendre exprimer de leur propre voix leur vision de l'histoire et l'apport des sciences autochtones à la connaissance et à l'œuvre de l'esprit humain. À travers le dialogue qui s'inaugure aujourd'hui, nous souhaitons rendre la parole aux peuples autochtones pour porter ensemble un regard critique sur les visions du monde et les concepts fondateurs de l'anthropologie. Que disent-ils, que dites-vous de votre rapport au langage, au territoire, à l'histoire ? Comment définir la transmission de ces langues et des savoirs ? Quels en sont, enfin, les enjeux ? Si les langues amérindiennes dévoilent un rapport cosmopolitique au vivant, la poétique, la diplomatie, nous verrons aujourd'hui que les arts expriment à leur tour la vitalité et la richesse sémiotique de ces traditions qui se déploient dans de nouveaux espaces, aujourd'hui à Paris, au Collège de France et sur la scène internationale. Je vous remercie et je vais tout de suite passer la parole à... Je vous remercie pour votre attention. Bonjour. Donc, je m'appelle Dayara Tucano. Je voudrais remercier le Collège de France pour l'opportunité d'être ici réunis. Et je pense que tous les remerciements ont déjà été faits, donc je vais commencer à la façon de mon peuple.
Marika, Yawaya, Yawaya, Wayomere, 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 Kapikuya, Mon grand-père racontait qu'à le principe, avant la création de l'univers, du chaos universel, apparut la première pensée, le premier souffle, la première lumière, et c'était le moment où est apparue la grand-mère de l'univers, une mère créatrice qui, avec sa pensée, a créé les 4 foudres qui l'ont aidé à créer à partir du monde spirituel, le monde matériel. Et comme ça, le monde a été créé. Et commence une longue histoire qu'on appelle Pamoni, l'histoire de la transformation de l'univers. Ainsi, pour le peuple Tucano, Yepamasa, tout se transforme. Et au principe de tout existe la pensée. La pensée, qui est une pensée différente de comment j'ai appris à la comprendre en français ou en portugais ou en espagnol. La pensée comme un mouvement, une énergie qui vibre et qui a la capacité de créer le monde autour de soi-même. Ainsi, nos pensées et ce qui se trouve dans nos langues, les langues autochtones de ces plus de 5000 peuples autochtones autour du monde, reflètent des univers qui n'en sont pas seulement possibles, mais qui existent, qui sont vivants, qui sont présents, en même temps que celui-là, cet autre nôtre, le monde occidental. Des univers où les pensées, les arts, les philosophies sont à leur façon, non pas nécessairement traduisibles, car parler des langues n'est pas se limiter à essayer les erreurs des traductions possibles. Mais l'essence de l'âme de ces territoires, des mémoires de ces peuples. Ainsi, on a inauguré à l'UNESCO Paris l'exposition Ñe'e Porã. Ñe'e Porã est un mot de la langue guarani, ou Ñe'e. Ñe'e est justement la laine douce, légèrement chaude, légèrement sucrée, qui sort de notre bouche quand on parle. Porã est la beauté. Ñe'e Porã, comme le disait hier l'ambassadrice du Paraguay en France, Ñe'e Porã est la parole de l'âme. Et quel est donc le message de ces âmes autochtones, aussi anciennes comme n'importe quelle autre, que peuvent-elles nous apporter aujourd'hui en ce moment de grande transformation de la pensée humaine, de grands changements climatiques, de grands défis politiques, d'un bouleversement face à ce qu'on a appelé l'Anthropocène, si nous représentons en même temps des peuples qui n'ont jamais laissé de côté une relation directe avec le vivant, le monde vivant, et nous faisons partie d'un mouvement de transformation universelle. Donc, ce colloque, cette rencontre, c'est pour parler un peu de ça. Je vous remercie pour me permettre d'introduire à notre façon traditionnelle, car il faut faire appel au souffle pour pouvoir respirer ensemble
penser ensemble et principalement ouvrir la pensée de notre cœur ou les sentiments de notre pensée pour accepter, pour écouter, embrasser d'autres perspectives et que cela puisse nous éduquer à ouvrir des perspectives de monde, des mondes que, malgré des siècles d'oppression et de silencement, qui nous ont laissés à l'écart comme des peuples moins que humains ou moins civilisés. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, finalement, cette école, cette maison, qui est aussi la nôtre, accueille ces autres pensées. Je vous remercie à tous et à toutes pour ce moment. Merci beaucoup. Agnou. Bom dia, bonjour. Bonjour, Madame Andrea Luz, Madame Andrea Tucano, professeur Zago, Madame Roberta Saraiva et tous ceux qui sont ici présents dans cette journée spéciale aujourd'hui. Je vais vous parler en portugais. Avant-hier, nous avons inauguré l'exposition Nhé Porã, Mémoire et Transformation à la Maison de l'UNESCO. Présentée à l'origine initialement au siège du Musée de la langue portugaise à São Paulo, l'exposition a marqué au Brésil le début de la décennie internationale des langues autochtones instituée par les Nations Unies et dirigée par l'UNESCO. L'exposition est devenue une référence pour l'accès à la mémoire et la valorisation du patrimoine culturel des peuples autochtones au Brésil, dans une attitude de reconnaissance et de respect de leurs droits et de respect pour leurs connaissances ancestrales. Avec la curation, avec le commissariat de l'artiste et maître en droit de l'homme Dayara Tucano et la co-curatrice de l'anthropologie Majoí Favero Gongora, l'exposition présente la diversité linguistique non seulement comme expression des cultures indigènes du pays, mais également comme un instrument important de résistance de ces populations. Afin d'approfondir le thème, l'exposition a spécialement été organisée pour les langues autochtones par Luciane Storto, linguiste et enseignante à l'Université de São Paulo, et la collaboration de la linguiste Altassi Correa Rubin du peuple Kokama, représentant des peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes au sein du groupe de travail mondial de la décennie internationale des langues autochtones. Toutes ces personnes que j'ai mentionnées qui participent à ce colloque. L'exposition a également bénéficié du soutien d'environ 50 experts et professionnels autochtones, parmi eux des linguistes, des artistes et des créateurs. La décennie constitue un effort visant à reconnaître et à valoriser le patrimoine immatériel des nations autochtones, comprenant la langue comme le portrait de l'âme de chacun des peuples originaires. Les langues sont en même temps la voix, des symboles de résistance et l'instrument pour la représentation des mondes. Ce sont des éléments qui forment une perspective afin de surmonter les inégalités et l'intolérance vers un monde de plus en plus diversifié, inclusif et durable. La tenue de ce colloque international sur les langues autochtones d'Amérique du Sud, en partenariat avec le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France et avec le soutien du Musée d'archéologie et d'ethnologie de l'Université de São Paulo et de la Fondation de soutien à la recherche de l'État de São Paulo, FAPESP, est une occasion unique de réflexion anthropologique et linguistique sur les langues amérindiennes avec la participation d'un collectif très important de chercheurs autochtones, de membres du ministère des Peuples autochtones du Brésil, d'anthropologues et de linguistes spécialistes des langues des peuples d'Amérique du Sud.
Je vais ensuite laisser à le professeur Zag le soin de présenter une initiative que nous développons, FAPESP et le Musée de la langue portugaise, et qui vise à s'articuler avec différentes institutions brésiliennes afin d'enregistrer la préservation et la diffusion et la divulgation des langues autochtones au Brésil qui sont toujours en danger. Lorsque une langue disparaît, les univers s'éteignent. Et de cette façon, le fait de reconnaître, de valoriser, de renforcer la diversité sociale, culturelle et linguistique est une tâche plus qu'urgente. C'est dans ce sens que le Musée de la langue portugaise cherche à étendre la portée de Nhé Porã, Mémoire et transformation, notre exposition, dans le cadre d'un mouvement qui vise à reconnaître et à valoriser l'héritage des peuples originaires. Et ce colloque ne pouvait avoir lieu dans un endroit plus emblématique que le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, en évoquant la présence de Claude Lévi-Strauss et sa relation profonde avec les peuples autochtones et le Brésil. Au nom du Musée de la langue portugaise, je voudrais remercier particulièrement Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca, qui a accueilli très rapidement dans le laboratoire la suggestion de cet événement. Je remercie également Majoí Gongora, Roberta Saraiva, Coutinho et Nadège Medzier qui ont travaillé dans l'organisation du côté brésilien et tous les partenaires qui ont rendu ce colloque possible. Le musée d'archéologie, l'ethnologie de l'Université de São Paulo, FAPESP, l'ambassade du Brésil en France, l'UNESCO et l'Institut culturel Val. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée de travail. Merci beaucoup. Ok, muito bom dia, bonjour à tous. Alors, c'est un honneur, bonjour à tous, c'est un honneur de participer à cette ouverture représentant FAPESP, la Fondation de soutien à la recherche dans l'État de São Paulo. Je voudrais saluer la directrice de laboratoire d'anthropologie sociale, Madame Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca, Madame Dayara Tucano, commissaire de l'exposition Nhé Porã, et saluer également tous les représentants d'ethnies indigènes du Brésil ici présents. Madame Renata Mota, la directrice du Musée de la langue portugaise, et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire et cet événement. La présentation de l'ambassade brésilienne qui est ici, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Alors, le recensement de IBGE de 2010, qui maintenant n'est pas à jour, a enregistré 274 langues autochtones parlées au Brésil par 305 ethnies différentes. Et dans ces terres autochtones, plus de 50% des individus qui y vivent dans leur maison parlent une langue, des langues autochtones, et 30% d'entre eux ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue portugaise, qui est la langue officielle au Brésil. Par conséquent, cette information très simple, numérique, elle pointe un fait important, les langues autochtones comme un pilier important pratique de la communication dans le Brésil entre ses habitants dans un pays à dimension continentale. 5 de ces langues autochtones dépassent 10 000 personnes qui la parlent et 30 000 dépassent 5 000 personnes qui les parlent. Et ce qui est le plus important encore de cet aspect pratique de la communication, c'est son rôle culturel, comme l'ont déjà dit Andrea Luz et Renata Mota.
Ariane Rodriguez, nous dit que les langues naturelles ne sont pas simplement des outils de communication sociale, mais également les moyens dont disposent les êtres humains pour élaborer, pour codifier et pour conserver leur connaissance du monde, une connaissance qui est propre de chaque culture. Chaque langue est intimement liée au processus cognitif et à l'expérience accumulée par le peuple qui la parle, par le biais de générations successives. Les découvertes qui, élaborées et réélaborées par leur intelligence tout au long des millénaires, forment toute une base de connaissances qui est la culture, qui ont effectivement leur expression plus ample et plus précise dans une langue qui s'est développée comme une partie, comme outil et instrument de cette culture. Fin de citation. D'un autre côté, au moment où à peu près 40 langues autochtones du Brésil ont moins de 100 personnes qui la parlent et sont donc en grave risque d'extinction, en représentant ainsi une perte brutale d'un patrimoine culturel de l'humanité. Mais face aux côtés de son rôle comme moyen de communication sociale et également comme transition culturelle de diversité humaine, les langues autochtones ont un intérêt très élevé vers la linguistique et la philologie, étant donné qu'elles représentent un répertoire important de l'évolution culturelle humaine accumulée sans lien avec les peuples des vieux continents et des anciens continents isolés et qui ont été isolés pendant plus de 20 000 années. Et c'est très important si on se souvient que l'espace de 3000 ans, par exemple, le latin s'est formé et est devenu la langue prédominante de l'Europe occidentale. Et ensuite, elle s'est défaite d'une certaine façon, pour ainsi dire, dans l'héritage des langues romaniques qui constituent ce que Caetano Galindo appelle les latins en poudre et le désigne de façon très appropriée. Nous pouvons ainsi dire que les langues autochtones ont évolué dans un temps 10 fois plus élevé que celui-ci, de façon isolée. Et nous ne serons pas étonnés de la diversité et la distance des structures morphologiques et syntaxiques, la phonétique, la phonologie, mais également les concepts et les symbologies représentés dans les mots en lien et par rapport aux langues des anciens continents. Pour résumer, les langues autochtones des Amériques représentent en même temps l'un des plus importants symboles de l'identité culturelle des peuples originaires d'origine, mais également un objectif central de recherche des peuples autochtones. Et donc, j'ai effectivement voulu participer à l'ouverture de ce séminaire qui compte avec le soutien de FAPESP depuis plus de 160 ans. Nous soutenons des projets de recherche dans tous les domaines de connaissances, en incluant notamment les sciences exactes, la biologie, les sciences sociales appliquées, les humanités, les arts. Et actuellement, nous constituons un groupe de travail qui travaille une proposition pour l'installation d'un centre d'études de culture et langues autochtones de l'Amérique du Sud. Il travaille le musée de langue portugaise et le musée d'archéologie et d'ethnologie de l'USP. Et nous espérons que ce soit une proposition qui puisse nous réunir pour inclure d'autres initiatives qui sont déjà mises en place dans le pays ou qui sont en développement. Nous espérons une coopération très proche avec des entités comme le musée Emilio Gogli et le ministère des Peuples indigènes, et nous en avons déjà parlé. Nous espérons encore qu'il y ait une grande base de ce fonctionnement, soit la coopération internationale. Et nous invitons les chercheurs qui seraient intéressés à entrer en contact avec ceux qui organisent cette initiative. Il est évident, Madame Dayara Tucano, qu'il n'y a
aucune possibilité de succès d'une initiative de ce type si s'il ne compte pas depuis le début avec la collaboration de chercheurs autochtones qui sont déjà qui figurent déjà dans ces premières ébauches. Je suis sûre qu'ainsi nous pourrons construire un grand centre de collaboration nationale et internationale dont le projet pourra compter sur un grand soutien financier et matériel de la part de la FAPESP. Et sur cette note, je voudrais clore ma présentation et ces mots, mais non sans saluer les organisateurs de cet événement emblématique qui nous amène dans cette institution la plus traditionnelle de France, le débat d'un thème qui maintenant occupe une position centrale dans notre effort de civilisation du Brésil, qui est la reconnaissance de la dignité des populations autochtones. Merci beaucoup.